Salut Amy. Alors, pour la petite histoire, on va dire ça comme ça, moi c'était mon père qui était alcoolique. Mon papa avait un problème avec l'alcool bien avant ma naissance, mais ça a mis très longtemps à ce que ma mère puisse le déceler, puisse admettre qu'il y avait un problème, et encore plus longtemps pour que mon père admette qu'il y avait un problème. Donc ça s'est empiré avec les années. Il a commencé à boire parce qu'il était dans l'armée, et en tout cas dans la branche de l'armée dans laquelle il était, c'était indispensable de boire en grande quantité. Et comme il partait régulièrement en mission avec ses collègues, forcément il a pris l'habitude de boire beaucoup. Et cette habitude s'est retranscrite dans sa vie civile aussi avec sa famille après. Donc moi j'ai grandi avec cette habitude-là. J'ai grandi avec un père dont le verre n'était jamais vide. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais j'ai le souvenir de mon père avec un verre à la main, toujours plein. Et en fait, il se vidait pas ce verre. En fait, on avait l'impression qu'il buvait pas, presque. Mais si, c'est juste qu'il avait un don pour le camouflage et pour aller se servir discrètement sans qu'on s'en aperçoive. Et en fait, on se rendait compte qu'il buvait parce que son état se dégradait et pas parce que le verre se vidait. Donc il y avait ça, et mon père, en fait, pour moi en tant qu'enfant, ce qui était le plus difficile, c'est que quand il buvait, il supportait plus ma présence. Parce que j'étais une enfant très très joviale et très bavarde et très, très expressive. Et je pense que je parlais trop aussi. Et quand il buvait, il avait une sorte d'alcool. Ce que je dis, moi, c'est l'alcool mauvais, mais pas mauvais au sens où il était violent. J'ai eu cette chance-là, c'est qu'il n'a jamais été violent, ni avec moi, ni avec ma mère. Et heureusement, parce que je pense que ce ne sera pas le cas de tous les témoignages. Mais mon père, sa violence à lui, on va dire, c'était qu'il supportait plus ma présence, il voulait plus que je sois là, il voulait plus m'entendre. Et ma mère se prenait quelquefois des flots de reproches et de phrases vraiment pas cool. Mais ça s'arrêtait là. Alors j'ai conscience que je le présente peut-être comme quelque chose de pas très grave. Mais ce qu'il faut se représenter, c'est que j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans ma chambre, toute seule. J'étais fille unique. Donc à jouer. Alors j'ai un monde imaginaire extrêmement riche. Et j'avais une grande chambre avec plein de jouets. Donc j'avais de quoi m'occuper. Mais finalement, mis à part en vacances, effectivement, où on était tous ensemble, j'ai quand même été marquée par ça, par le fait qu'il refuse ma présence, et puis par quelques phrases un peu désagréables que j'ai dû entendre aussi, ou qui m'étaient adressées. Quand j'ai eu 11 ans, un peu avant même, le corps de ma mère a lâché complètement. C'était trop pour elle, ça faisait trop longtemps qu'elle se battait pour essayer d'aider mon père à se soigner. Elle avait changé... il disait qu'il voulait vivre au soleil, elle a tout fait pour trouver un travail au soleil, une maison, etc. On a déménagé, ça convenait pas. On avait redéménagé encore, et ça le soignait toujours pas. Et il n'admettait pas qu'il lui fallait plus d'aide que juste un métier ou un endroit sympa. Du coup, ma mère a divorcé, a pris la décision de divorcer au bout d'un certain nombre d'années. Moi, j'avais 11 ans, et quand mes parents ont divorcé, mon père n'a plus eu besoin de se camoufler. Donc il a sombré très profondément. Pas parce qu'il allait mal du fait du divorce, mais parce que vraiment je pense que c'est ça, il avait plus besoin de se contrôler, il avait plus besoin de faire comme s'il était sobre. Et du coup il s'est noyé, il s'est complètement noyé. Et là en fait les fois où j'allais le voir, je devenais la mère de mon père. Je me souviens d'une fois notamment qui m'a beaucoup marquée, où
on était allé au bowling et en fait pendant que je jouais au bowling, lui il enchaînait les verres d'alcool et au bout d'un moment il était complètement bourré, alors il conduisait toujours bourré. Dieu merci, on n'a jamais eu d'accident, ni pour nous ni pour les autres personnes sur la route. Il a toujours conduit relativement prudemment, malgré tout. Bon, à ne pas reproduire évidemment. Et en fait, on est rentré et il était tellement bourré qu'il marchait plus droit. J'ai dû le porter avec le bras sur mon épaule, donc j'avais 12 ans quand même. Lui faisait 1m85-90 kg, quelque chose comme ça. Et c'est moi qui l'ai porté, qui l'ai bordé, qui lui ai enlevé ses chaussures. Et il pleurait. Et je me souviens que ce qui m'a rendu le plus triste à ce moment-là, c'est de me dire que j'avais jamais vu mon père pleurer. Mon père, ce militaire, très strict, très fermé, qui là s'effondrait en fait. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis presque sentie reconnaissante de voir la vulnérabilité, de voir qu'il souffrait. Mais c'était quand même pas ma place de l'aider, de le border. C'était pas ma place de jeune fille. Mais peu après, il a été hospitalisé. Et là, ça a été très compliqué aussi pour moi, comme pour lui d'ailleurs. Je faisais beaucoup de cauchemars, des cauchemars qui m'ont beaucoup marquée et dont je me souviens encore très précisément. Au total, il a été hospitalisé 3 fois, quand j'avais 12 ans, quand j'avais aux alentours de 14-15 ans, il me semble, mais j'ai très peu de souvenirs de cette période-là, et quand j'avais aux alentours de 16-17 ans aussi. Aujourd'hui, il est abstinent et j'en suis très heureuse. Mais c'est vrai que pendant longtemps, l'alcoolisme de mon père a complètement conditionné mon comportement, a conditionné peut-être une partie du comportement de ma mère aussi. L'alcool a fait complètement exploser notre famille. L'alcool a détruit tout ce qu'il y avait autour de mon père. En fait, au-delà de moi et des conséquences qu'il y a sur moi qui sont vraiment visibles, pour le coup, je me mets à la place de mon père et il a tout perdu. Ils étaient en train de construire une maison, du coup le projet a été annulé, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, perdu. Il me voyait beaucoup moins en tout cas. Il a éprouvé des difficultés inimaginables, je pense. Combattre une addiction, c'est jamais évident. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi avec ça. Aujourd'hui, je souffre de diverses pathologies. Est-ce que c'est lié ou pas à l'alcool ? Je pense en partie, pas que. Mais en tout cas, ça a eu de grosses conséquences sur moi, sur ma mère, sur mon père. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est pas contre mon père que je suis en colère, c'est contre l'alcool et contre le fait que ce soit disponible aussi facilement à tout le monde. Voilà. J'espère que ce témoignage aura été intéressant. Je suis désolée si c'était un peu brouillon, mais en tout cas, merci de nous donner la parole. Chez nous, c'est mon père qui est alcoolique, bien qu'il ne le reconnaîtra jamais, même après avoir perdu son permis récemment pour cause d'accident sous emprise de l'alcool. Il a commencé à boire beaucoup lorsqu'il s'est fait virer de son travail quand j'avais 10 ans, j'en ai maintenant 32. Vu qu'à l'époque il avait déjà plus de 35 ans, ça a été difficile pour lui de retrouver un emploi stable. Ça et son sale caractère aussi. Et il est longtemps resté à la maison. Je le revois assis sur cette foutue table à regarder la télé toute la journée. Il a commencé à boire petit à petit tout au long de la journée. Puis il a commencé à cacher ses bouteilles de vin blanc au fond des placards, pensant que personne ne savait. Alors qu'on savait tous. Pour autant, on n'a jamais abordé le sujet. On a toujours caché ça sous le tapis. Lors des repas de famille où il finissait par se lever en vacillant, on mettait ça sur le compte de ses médicaments contre l'hypertension. Comme quoi ça ne faisait pas bon ménage avec les 2 ou 3 verres d'alcool qu'il avait bu. Pour nous, le reste de la famille, comment ça se traduisait au quotidien ? Une hypervigilance constante dès qu'il buvait une goutte d'alcool. Car si mon père avait déjà un caractère assez difficile quand il était sobre, il devenait carrément méchant ou violent sous l'emprise de l'alcool. Donc à nous de faire attention à ce qu'on faisait, à ce qu'on disait, car on pouvait s'en prendre une au moindre petit truc. J'ai régulièrement eu à m'interposer entre lui et ma mère, ou lui et ma sœur, ou encore lui et mon frère. Les conséquences aujourd'hui, un beau traumatisme.
J'ai vu et j'ai entendu des choses que je n'aurais jamais dû voir ou entendre. J'ai pris un rôle que je n'aurais pas dû prendre. C'est le rôle des parents de protéger la famille, pas celui d'une ado. J'ai beaucoup parlé au passé pendant ce témoignage, car mon père a fini par arrêter de boire. Comme je l'ai dit, il a perdu son permis suite à un accident sous emprise de l'alcool. Il avait déjà tenté de réduire sa consommation, voire d'arrêter de boire, sans pour autant réellement s'y tenir. Il semble qu'il s'y tienne cette fois-ci. Il a participé à des groupes de parole, au CMP, qui ont semblé lui faire du bien. J'espère que ça va durer. Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans et aujourd'hui je témoigne car j'ai grandi auprès d'un papa qui était malheureusement alcoolique. Alors l'alcoolisme de mon père, je ne sais pas exactement à quand il remonte. En revanche, je sais que mon père avait beaucoup de troubles psy, de dépression, peut-être de maniaco-dépression. Je ne sais pas si éventuellement il avait peut-être des troubles un peu bipolaires. En tout cas, j'ai pas de terme précis à mettre dessus parce que je pense qu'à l'époque, les hommes se faisaient encore moins suivre sur ce genre de problématiques qu'aujourd'hui. Ce qui amène beaucoup d'hommes en fait à gérer un peu comme ils peuvent leurs troubles. Et le problème, c'est que il les gère mal. Et donc, mon père a fini par en fait tomber dans cet alcoolisme. Donc j'ai assez peu de souvenirs de mes parents ensemble puisqu'ils ont divorcé lorsque j'avais 6 ans et demi. Ma mère s'est séparée de mon père tout simplement pour nous protéger puisque ce n'est pas un contexte sain et normal et sécuritaire pour qu'un enfant puisse grandir normalement. Donc j'ai quelques brides de souvenirs de mon père étant alcoolisé quand j'étais assez petite, quand mes parents vivaient encore. Notamment, il y a eu une fois où je sais que mon père me portait dans les bras ou quelque chose comme ça et qu'en fait il est tombé et s'est cogné dans la cheminée en fonte. Enfin, c'est plus un bruit qui me vient à l'esprit quand j'y pense. Mais voilà, c'est vraiment des brides de souvenirs, mais je pense que c'est des choses qui sont très très enfouies. Ensuite, lorsque mes parents ont divorcé, mon père nous gardait le week-end, je crois, c'était peut-être un week-end sur 2 ou quelque chose comme ça, puisqu'il n'a pas pu, bien sûr, obtenir la garde. Et comme malheureusement beaucoup de pères, il n'a pas souhaité prendre la garde. J'ai quelques souvenirs également de mon père, soit alcoolisé lorsque nous étions en vacances avec notre grand-mère, donc incapable de, bien sûr, de s'occuper de nous correctement. Et aussi un souvenir assez précis d'un Noël où j'étais chez mon père et en fait ma sœur aînée a été contrainte d'appeler notre mère. Alors il faut savoir que ma sœur aînée, elle a 2 ans et demi de plus que moi. 3 ans. Donc là où moi j'en avais 7 ou 8, ma sœur avait à peine pas plus de 11 ans et elle s'est retrouvée à gérer un peu ce genre de problématique de gérer mon père qui était ivre. Et donc on s'est retrouvé un Noël comme ça, rentré en catastrophe auprès de notre mère parce que mon père en fait était complètement bourré. D'ailleurs c'était très tendu puisque ma grand-mère maternelle était avec nous, elle nous emmenait au loin et ma mère se disputait avec mon père plutôt, au point qu'un monsieur dans la rue était prêt à intervenir en cas de violence. Sachant que mon père, je l'ai jamais vu tellement être violent avec ma mère. Je sais juste qu'il y a eu des choses qui se sont passées pendant mon enfance que ma mère a très très peu dit, que j'ai su plus tard, notamment un viol lorsqu'il était bourré. Et ça c'est un gros traumatisme de ma mère parce que elle en a parlé très tard et quand elle en a parlé, elle l'a lancé un peu comme ça. Ça a un peu changé l'image que j'ai de mon père un peu à vie. Donc je suis très partagée parce que d'un côté c'est mon père et il me manque puisque mon père est décédé lorsque j'avais 11 ans et demi. Et de l'autre, en fait, je me dis c'est un homme comme beaucoup et qui a violenté sa femme et c'est insupportable pour moi qui suis féministe. La dernière fois que j'ai vu mon père, en fait, il devait venir nous récupérer pour passer le week-end chez lui. Le problème, c'est que ma sœur s'est aperçue qu'il était ivre et ma mère aussi. Donc ma mère nous a laissés dans la maison, dans l'appartement, est sortie pour lui dire qu'on ne pouvait pas venir avec lui. Et en fait, il a été très violent. Il voulait absolument rentrer dans la maison. Il pensait que ma mère voulait pas qu'on le voie. En bref, je me rappelle de lui essayant d'entrer en violence dans la maison, ma mère et ma sœur qui poussaient la porte, enfin bref, le catastrophe. Ma mère a porté plainte, mais a retiré sa plainte au final. Et en fait, mon père est mort dans l'année en fait qui a suivi cet épisode très très violent. Et donc, il est mort, alors je sais pas exactement de quoi. Est-ce que c'était l'alcool seul, l'alcool, les médicaments mélangés sans faire exprès? Est-ce que c'était un suicide? Je ne sais pas. Je pense que c'est un suicide honnêtement.
mais j'en ai aucune certitude. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une vision de l'alcool qui est très partagée. J'ai eu un groupe d'amis qui ne comprenaient pas très bien pourquoi je consommais très peu d'alcool. Quand je dis très peu, c'est-à-dire que je peux en consommer, mais de manière très très modérée. Mais voilà, je n'ai pas envie d'être ivre, j'ai pas envie de ne pas me souvenir de ma soirée, j'ai envie d'être consciente de ce qui se passe autour de moi parce que je vois pas l'intérêt d'une soirée si je m'en souviens pas. Mais ça a généré parfois des moments où mes anciens amis ne me comprenaient pas, comme des fois où ils ont fait des réflexions à mon compagnon qui n'était pas avec moi, qui était parti en week-end avec eux sans moi. Comme quoi, oui, quand il était là sans moi, il se lâchait beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il avait plus de possibilités de boire parce qu'il sait que moi, je ne veux pas le voir dans cet état. Et en fait, mes amis qui me connaissaient, qui connaissaient mon passé, ne, ne pensaient même pas une seconde que peut-être que si je ne voulais pas que mon compagnon boive, c'est parce que je ne supporte pas l'idée qu'il soit bourré devant moi et que c'est déjà arrivé et que ça m'a généré 2 jours d'angoisse terrible. Donc c'est assez compliqué. C'est compliqué parce que j'ai effectivement l'impression d'être la fille qui sait pas trop s'amuser, parce qu'en plus de ça, j'ai pas forcément toujours les mêmes centres d'intérêt que les gens de mon âge, notamment mes collègues avec qui je m'entends très bien et qui aiment beaucoup les boîtes, les soirées, et qui incluent bien sûr de beaucoup boire, d'être bourré au point de vomir, hein. Donc c'est compliqué parce qu'effectivement, oui, je me sens exclue, je me sens pas forcément comprise parce que j'ai l'impression d'être un peu coincée, de pas être très fun. Mais en même temps, en fait, ça m'apporte rien en fait quand je bois. C'est-à-dire que la seule chose que ça m'apporte quand je bois en général, sauf si c'est du cidre ou une boisson que j'aime bien et juste un verre comme ça, c'est qu'en fait ça me donne juste envie de dormir, j'ai plus aucune énergie, ça ne me désigne pas spécialement. Et puis je vais pas boire pour boire. Et ça malheureusement, je suis entourée de gens quand même qui ont ce rapport à l'alcool. Bonjour. Moi, dans ma famille, il y a une tante qui est morte d'alcoolisme, un grand-père que je n'ai jamais connu puisqu'il est mort d'alcoolisme avant ma naissance, et une arrière-grand-mère aussi qui était alcoolique. Je ne sais pas si elle est morte de ça, mais en tout cas, je sais qu'elle buvait qu'elle était alcoolique et qu'elle buvait en cachette, et que ça a longtemps été un tabou et un secret apparemment dans ma famille, notamment du fait que c'était une femme et que l'alcoolisme des femmes a toujours été plus tabou que l'alcoolisme des hommes, d'autant plus à l'époque. Par contre, moi, dans mon enfance et mon adolescence, ça n'a jamais été un tabou dans mon éducation. On m'a très jeune, même peut-être trop jeune, dit que mon père m'a vite raconté que son père à lui, donc que je n'ai jamais connu, était alcoolique, était mort de ça. Lui, il le racontait comme étant lié à sa profession, qui était celle d'être cuisinier, et que donc à l'époque, donc au début du XXe siècle, pas au début, pardon, à la moitié du XXe siècle, que dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie, c'était une addiction qui était très courante, notamment chez les gens qui travaillaient en cuisine. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Je ne sais pas. Ma mère aussi m'a donc... alors ça, je l'ai su plus tard, puisque je ne l'ai su que quand ma tante était déjà malade et donc proche de mourir, puisqu'elle est morte, je sais plus si c'était d'une cirrhose du foie ou d'une hépatite, mais en tout cas, elle est morte d'une maladie, entre guillemets, typique de l'alcoolisme. Elle est morte quand j'étais assez jeune, hein, et j'ai appris, en fait, quand elle était malade, donc qu'elle était malade parce qu'elle était alcoolique, qu'elle allait probablement en mourir, et bon, c'est ce qui s'est passé. Mais alors voilà, moi dans ma famille, dans les récits qu'on m'a fait, j'ai pas eu de récit de violence liée à cet alcoolisme, si ce n'est la souffrance, les violences en fait que s'infligeaient ces personnes à elles-mêmes du fait de leur addiction. Donc c'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai un regard empathique envers l'alcoolisme. Voilà, je suis consciente que l'alcoolisme peut faire souffrir l'entourage des personnes, peut rendre les personnes violentes, créer des drames familiaux, des violences envers notamment les épouses, les enfants, etc. Mais voilà, moi, dans mon histoire, c'est pas quelque chose qui, a priori, s'est passé. Ou peut-être que ça a été tué, mais en tout cas, je ne suis pas au courant de ça. Mon père ne m'a jamais parlé de son père comme d'un homme violent.
Ma mère ne m'a jamais parlé de sa sœur comme une femme violente. Au contraire, moi, j'ai des souvenirs j'étais très proche j'étais proche de ma tante quand j'étais une enfant. Et en fait, si ma mère dans les dernières années avant qu'elle meure, a arrêté de me confier à sa sœur, c'est parce qu'en fait, elle avait peur que sa sœur quand elle prenne la voiture avec moi à l'intérieur, soit pas sobre au volant en fait, mais c'était absolument pas parce que sa sœur aurait été maltraitante envers moi. Au contraire, moi j'ai des souvenirs vraiment tendres et de ma tante, et j'étais pas du tout consciente en fait qu'elle était alcoolique. Voilà, notamment parce que j'étais une enfant, mais aussi parce qu'elle m'a jamais fait de mal. Donc c'est vrai que voilà, j'ai vraiment un regard qui est quand même très empathique envers ces personnes, envers cette addiction-là en tout cas. Et dans mon histoire familiale et aussi dans mon histoire après personnelle, c'est-à-dire avec les amis que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte quand même, bon c'est quelque chose qu'on sait, hein, mais peut-être que c'est bon de le rappeler, qu'en fait l'alcoolisme est quand même souvent une conséquence, si ce n'est toujours en fait, presque, est souvent une conséquence de souffrance, de grandes souffrances psychologiques, qu'elle soit psychotique, névrotique, qu'elle soit diagnostiquée ou non, qu'elle soit passagère, dans les cas par exemple d'épisodes dépressifs, ou qu'elle soit chronique, dans le cas de bipolarité, enfin voilà, que dans tous les cas, c'est quand même souvent c'est souvent la conséquence en fait de souffrances psychologiques. L'alcool, quand on le consomme, au moment où on le consomme, ça peut agir comme un anesthésiant, ça peut agir comme un somnifère, ça peut agir comme un euphorisant. Faut dire ce qui est, ça soulage, alors quand ça fait du bien, attention, ça ne fait pas du bien à la santé, bien évidemment, mais ça procure une sensation de bien-être physique qui, quand on va mal, est un soulagement. Même si le lendemain, ça agit comme un dépresseur, mais sur le moment, ça n'agit pas comme un dépresseur. Et donc moi, je me suis surtout rendu compte de ça, en fait, donc pas vraiment via mes récits familiaux, parce que j'étais jeune, j'étais une enfant, c'est des gens, à part ma tante, que j'ai pas connu, donc en fait, c'est pas vraiment des histoires qui m'ont touchée. Voilà, on m'a toujours éduquée, tout en étant dans une famille qui buvait du vin, hein, parce que voilà, tradition française, etc., tout en étant élevée par des parents qui buvaient du vin, du champagne, etc., des apéritifs. J'ai quand même toujours été donc élevée dans ces récits de attention, l'alcoolisme, c'est dangereux. J'ai toujours été consciente que c'était courant, mais c'est vraiment avec mes amis et mes amis d'amis, etc., et notamment une de mes ex-copines, que je me suis rendu compte d'à quel point c'était courant. C'est-à-dire que moi qui ne sors pas beaucoup, qui ne fréquente pas un milieu mondain, qui ne suis pas entourée de personnes spécialement marginalisées, je connais, je pense, si on compte sur les doigts de la main, je suis pas loin de connaître autour de 5 à 6 personnes qui soit sont mortes d'alcoolisme, soit sont alcooliques, soit s'en rapprochent beaucoup. Donc c'est quand même beaucoup en fait, si on essaye si on fait une moyenne, je me dis que des gens qui sont dans des milieux beaucoup plus précaires ou beaucoup plus mondains, au contraire, doivent en connaître encore plus que moi. Mais donc voilà, je voulais juste témoigner et insister sur le fait que l'alcoolisme, quand bien même il peut provoquer des violences, est quand même avant tout une violence envers la personne, enfin que la personne alcoolique s'inflige, entre guillemets, que c'est souvent lié à des détresses psychologiques, que moi je connais des personnes qui n'ont pas 30 ans et qui sont déjà à plusieurs pancréatites, qui sont déjà plongées dans un alcoolisme très lourd et qui sont violentes envers elles-mêmes en fait, qui sont dans des souffrances psychologiques énormes, que effectivement c'est une des pires addictions en termes de sevrage. C'est très compliqué de cesser de sortir de l'alcoolisme. On ne peut pas se sevrer soi-même, c'est un des seuls sevrages où on peut mourir si on tente de se sevrer soi-même, du fait que pour des questions de dérégulation au niveau du foie. C'est une addiction qu'on a à vie, c'est-à-dire que quand on a été alcoolique, si on reboit de l'alcool même une fois, c'est quasi automatique qu'on retombe dans l'addiction. C'est très complexe. Voilà, et je voulais juste apporter cette parole d'empathie, de non-jugement, et de garder en tête que très souvent, quand quelqu'un est alcoolique, c'est parce que c'est quelqu'un qui va très très mal.
Et ça excuse absolument pas les violences qui peuvent en découler, hein. Mais voilà, avoir ça en tête que... Je pense que la question n'est pas tellement de diaboliser ou pas le produit, ou de... Bien évidemment qu'il faut informer que c'est un produit qui est dangereux, enfin, je suis pas entièrement d'accord avec ça, mais je pense que la question centrale, c'est d'abord de se poser la question de pourquoi les personnes qui en consomment et qui en consomment au point de devenir addictes, qu'est-ce qui les amène à ça, voilà. Je pense que en fait, la question, le vrai problème au fond n'est pas tant le produit, bien sûr que le produit est un problème, hein, mais que la vraie racine du mal n'est pas dans le produit, mais dans les souffrances sociales, psychologiques qui amènent à consommer ce produit. Moi, j'ai vécu une histoire avec un homme qui était déjà alcoolique quand nous nous sommes rencontrés. Je n'en avais pas conscience à proprement parler parce qu'on ne vivait pas ensemble et il a fallu qu'il fasse une pancréatite 6 mois après notre rencontre pour qu'il avoue avoir un problème avec l'alcool. Je pense que ces alcoolisations ne le mettaient pas dans des états inconsidérés, ce qui fait que je n'ai pas su détecter cela. Il semblait s'être pris en charge à la suite de cette première pancréatite et j'avais la ferme conviction que parce qu'il n'était pas dans le déni et conscient de son état, qu'il allait pouvoir venir à bout de la maladie. Et cela n'a pas été le cas. On a emménagé ensemble peu de temps avant le confinement, qui s'est révélé être très compliqué. Il sortait tous les jours et bon, la deuxième pancréatite m'a fait comprendre qu'il n'avait pas arrêté l'alcool. Alors on a eu des moments très compliqués et très, très violents où là c'était déjà plus exacerbé puisqu'on vivait ensemble. Et donc, il a fait une deuxième pancréatite qui a été plus grave que la première. Et j'ai toujours cru, toujours espéré que le fait qu'il engage des soins, qu'il essaie, ça allait venir à bout de cette maladie. Son père est un alcoolique abstinent. Il m'a expliqué il y a peu de temps que... En fait, sur 3 personnes qui sont conscientes de leur alcoolisme, une seule s'en sort. Et donc, mon ex-conjoint, qui est aussi le papa de mon enfant, s'enfonce toujours plus dans la maladie. Ses alcoolisations sont devenues beaucoup plus répétées, beaucoup plus fortes, du fait qu'il s'alcoolisait au départ avec de la bière et que maintenant, on en est à de la vodka. J'ai été victime de violences en tout genre, puisque très régulièrement, il pétait des câbles. Et il a fallu que je porte plainte. Alors ça m'a pris beaucoup de temps. Quand j'ai révélé l'ampleur des dégâts de ce que je vivais au quotidien à mes proches, eh bien, la honte, en fait, s'installe de n'avoir pas su parler. Alors bon, j'étais en train de m'éteindre complètement. Mes parents voyaient bien que ça n'allait pas, sans pouvoir expliquer, sans que je puisse expliquer pourquoi ça n'allait pas. Je n'y arrivais pas. Je me disais que je voulais pas que son image soit ternie parce que j'avais espoir qu'il s'en sorte. Et quand ça a commencé à devenir trop dangereux pour mon petit et pour moi, j'ai réussi, avec l'aide d'une amie, à aller déposer 2 plaintes pour diverses violences. Depuis l'interdiction de m'appeler, j'ai un téléphone grave danger, puisque donc j'étais en danger. Néanmoins, je ressens de la culpabilité dans tout ça. Même si je sais que je ne suis pas responsable de son alcoolisme, il l'était avant. J'ai essayé de l'accompagner du mieux que je pouvais. Manifestement, ça n'était pas suffisant ou pas adapté.
Je ne sais pas si tu as entendu parler de la codépendance, mais je pense que moi-même dans mon accompagnement, je n'étais pas juste dans ma manière de faire, c'est-à-dire que en fait le codépendant essaie d'anticiper et de faire en sorte que les alcoolisations ne se produisent pas, mais c'est complètement inutile et voilà, ça ne sert à rien. Et en plus, ça ne coupe pas du tout la personne malade de son addiction. Et voilà. Je culpabilise de me dire que mon petit ne voit pas son papa pour l'instant, enfin aucune fois par mois, mais en lieu neutre. C'est très compliqué. C'est un homme que j'ai profondément aimé, en dépit de tout ce que nous avons vécu, duquel j'ai du mal à me couper, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment claire dans mes sentiments. Mais voilà, ce sentiment de honte, de culpabilité, de colère aussi, de se dire mais pourquoi il est conscient de sa maladie, comment se fait-il que ils ne parviennent pas à venir à bout de ça, qui est une maladie en réalité, est très compliqué à gérer. On m'a souvent demandé pourquoi je n'étais pas partie, pourquoi j'étais restée, en dépit de toute la violence que j'avais pu subir. Et ce sentiment de culpabilité, il est aussi entretenu par ces questions constantes. Mais pourquoi tu es intelligente, tu es instruite, tu es éduquée, comment se fait-il que je suis sensibilisée au féminisme. Alors bon, moi dans mon malheur, c'est que j'ai quand même la chance d'avoir un métier, je suis enseignante, j'ai une situation stable, je suis propriétaire de mon logement, donc c'est sûr que je me suis sentie peut-être... je suis peut-être davantage protégée que d'autres personnes qui sont exposées bien plus fortement à la maladie. Mais malgré tout, cette culpabilité, elle est là parce que les gens qui sont autour de toi te font culpabiliser de tes choix, de la naïveté peut-être, d'avoir cru que l'être aimé allait s'en sortir. Moi, je me suis d'autant plus laissée avoir en quelque sorte que j'ai eu un oncle, mon parrain, qui est mort d'alcoolisme, mais lui, à l'inverse de mon ex-conjoint, était dans un déni complet et total. Il n'a jamais pris conscience qu'il avait un problème avec l'alcool, et pour moi, du fait que mon ex-conjoint s'empare ou entreprenne des démarches pour se soigner, c'était signe qu'il allait guérir. Et je crois que finalement, le plus important, peut-être, à mon sens, en tant que victime collatérale de tout ça, c'est de rappeler que toute personne dépendante à l'alcool, même si elle est consciente de son état, ne s'en sort pas nécessairement. C'est probablement ce qui m'effraie le plus, de me dire que j'ai fait de mauvais choix, que mon enfant les subira. La perte de mon ex-conjoint, si elle devait arriver, serait terrible pour moi, peut-être difficilement surmontable. Et avec cette honte d'avoir fait ce choix-là, de n'avoir pas su mieux l'accompagner, mieux faire, de cette culpabilité qu'en effet on fait peser sur nous. Et voilà. Je suis désolée d'en parler avec encore autant d'émotions. Ça fait maintenant 6 mois que toute relation est coupée du fait de son contrôle judiciaire. Néanmoins, ce déchirement reste très vif. En dépit de la thérapie que je suis depuis 2 ans. Je pense à toutes les femmes qui sont en couple ou qui ont un proche touché par cette maladie, parce que elle est extrêmement destructrice.
elle est terriblement violente. Et je reste aussi scandalisée par le fait que finalement l'alcool soit accessible extrêmement facilement, au même titre que le tabac, que certaines drogues, et qu'on se dise, voilà, comment lutter. Alors bien sûr, on peut pas tout interdire, là-dessus j'en suis bien consciente, mais malgré tout, je m'interroge quand même sur la commercialisation de certaines substances. Voilà. Je ne sais pas si ce témoignage pourra être utilisé, s'il a même un intérêt quelconque, mais si d'une manière ou d'une autre je peux apporter une toute petite pierre à cet immense édifice, eh bien, ça sera ça de prix. Je te remercie de t'intéresser à cette thématique et à cette problématique qui est l'alcoolisme, parce qu'elle ne détruit pas seulement la personne qui est touchée par elle, mais tout l'entourage, qu'il soit sentimental, familial, social, professionnel, puisque ça éclabousse tout le monde, et la détresse de la mère de mon ex-conjoint, même si elle est problématique, est bien évidemment douloureuse, au même titre que son associé, son ami d'enfance, et nous qui nous faisons beaucoup de soucis, et voilà. J'ai 32 ans, mon père 60, et il est alcoolique depuis au moins 25 ans. Je ne sais pas exactement quand la bascule s'est opérée, mais lorsque j'étais enfant, je me souviens que mes parents recevaient toujours beaucoup d'amis à la maison. Et bien évidemment, ces fêtes étaient systématiquement arrosées. Ma mère était rarement pompette, jamais plus. Elle savait rester mesurée. Quant à mon père, il levait bien le coude avec ses amis et avait l'alcool joyeux, comme on dit. S'il me reste peu de réminiscences de cette époque, je garde toujours fortement en mémoire 2 événements. En pleine nuit, en semaine, un bruit de verre. Mon père en a fait tomber un rempli d'alcool fort par mégarde et un éclat lui a salement amoché le tibia. La plaie mettra du temps à disparaître. Le second, une engueulade entre mes parents, et ces mots de ma mère que je n'ai jamais réussi à verbaliser. « Noie-toi dans ta bouteille ». Aujourd'hui encore, cette phrase me secoue. À mes 10 ans, la séparation puis le divorce ont lieu. Mon père s'en va avec une autre femme. J'accueille bien la nouvelle, car les tensions étaient fréquentes entre mes parents. Au début, tout se passe bien, mais progressivement, cette dame devient froide et critique envers moi, à l'inverse de mon petit frère. Si bien que je n'ai plus envie de passer un week-end sur 2 là-bas, ni la moitié des vacances. J'ai très vite mis le doigt sur leur consommation de cigarettes hors normes, 2 paquets par jour, mais aussi d'alcool, avec de la bière dès le matin et des cubis de vin qui font leur apparition, en plus de la vodka. Elle le tire vers le bas, l'enfonce, et force de constater qu'elle ne s'est intéressée à lui que par pure vénalité, mon père étant médecin associé et gagnant donc bien sa vie. J'ai 12-13 ans, j'en parle à ma mère, mais aussi à mes grands-parents paternels. Je les avertis de cet alcool trop présent. Ce n'est pas normal. Je m'attends à ce que mes propos soient pris en considération. Or, seule la sidération apparaît car tout le monde est dans le déni, et tout le monde préfère faire l'autruche. Je choisis alors de limiter le contact avec mon père pendant plusieurs années. Le temps passe et la situation s'enlise. Mon père boit de plus en plus et quasiment exclusivement des alcools forts, comme de la vodka ou comme du rhum. À mes 18 ans, il n'est bientôt plus capable de travailler. Certains de ses patients commencent à se plaindre. Ses mains tremblent à cause du manque. Son associé lui aussi fait mine de ne rien voir, alors que mon père ne passe pas loin d'être radié du Conseil de l'Ordre. 2e séparation pour mon père, qui retourne vivre chez ses parents après 45 ans. Il finit par ne plus travailler et vendre ses parts du cabinet médical. Depuis, la situation n'a pas évolué. Il a bien tenté de faire une cure, sans succès, et il se délabre chaque année un peu plus et devient de plus en plus marqué physiquement. À ce jour, mes grands-parents s'occupent toujours de lui, à 87 et à 85 ans. Il vit chez eux où il est nourri, logé, blanchi. Je les admire profondément, mais je culpabilise encore plus, car à leur place, je n'aurai pas la force, et mon frère non plus. Le jour où ils ne seront plus là, nous ne savons pas comment nous allons gérer la situation, ce qui me crée de réelles angoisses. Mon père est réellement quelqu'un de bien, mais l'alcool l'a détruit à tout point de vue. Il était brillant, il exerçait un métier utile, dans lequel il était reconnu.
Malgré ça, il n'a pas réussi à se soigner lui-même. Financièrement, il n'avait aucun souci non plus. Aujourd'hui, il est ruiné et nous avons manqué de beaucoup de choses au collège et au lycée par absence de moyens. Ancien docteur propriétaire, à présent sans revenu, chez ses parents âgés. La chute est rude. Les conséquences de cet alcoolisme durant mon enfance ont laissé des traces. Heureusement que j'ai un caractère plutôt fort. Cela n'a pas trop affecté ma vie d'adulte, mais néanmoins je redoute l'avenir. On l'évoque de temps à autre avec mon frère, qui a été bien plus impacté que moi, mais nous n'avons pas trouvé de solution. Heureusement que nous sommes solidaires, n'ayant jamais eu de figure paternelle sur laquelle s'appuyer ou compter. J'ai également développé énormément de mécanismes de compensation, car je refuse de manquer de quoi que ce soit à nouveau, et j'ai une très forte tendance à tout vouloir contrôler pour avoir l'impression de maîtriser les choses, ce qui est parfois difficile à vivre pour mon compagnon. Je ne sais pas réellement ce qui a provoqué l'alcoolisme de mon père. Je pense qu'il a toujours été fragile, sensible, et que boire lui apportait un sentiment d'apaisement dans lequel il n'a fait que sombrer. Je suis pessimiste quant à son avenir, sa santé étant actuellement déplorable. Et bien évidemment, je m'inquiète énormément pour mes grands-parents qui subissent la situation sans se plaindre. Ça me fait mal, mais une chose est sûre, je ne lui en veux pas, même si la famille entière trinque de sa maladie. Coucou. En fait, moi, si j'ai vraiment voulu parler sur ce sujet, c'est que je suis autant concernée par le fait d'avoir un parent alcoolique que d'avoir eu des problèmes moi aussi. L'alcoolisme, ça a clairement détruit ma famille. En fait, moi, c'est mon père qui avait un problème avec ça et il est décédé en décembre 2015. J'avais 17 ans. Donc du coup, c'est une maladie qu'il a eue pendant très longtemps avant de décéder. Et en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et ma mère aussi, et je pense tout mon entourage. On a eu vraiment du mal à comprendre qu'il s'agissait d'une maladie avec des effets physiques. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où s'il n'avait pas sa dose, il pouvait s'effondrer, il pouvait trembler. Il y a eu un moment aussi où il n'arrivait plus à manger. Et en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais tous ces éléments, c'était des éléments qui annonçaient la cirrhose du foie qui l'a emporté. En fait, avoir un parent alcoolique, déjà, ça responsabilise très tôt. Parce que nécessairement, le parent, il est un peu défaillant. Et en fait, il y a des choses qu'on doit faire pour ses enfants, des choses basiques, comme faire à manger, faire la vaisselle, nettoyer, des choses comme ça, que le parent ne fait plus et n'assume plus. Et donc du coup, ça force à se responsabiliser. Moi, j'ai toujours une petite sœur, et donc du coup, je me rappelle que très tôt, je devais prendre le relais en fait des parents. Donc j'avais ma mère qui n'était pas souvent à la maison, et du coup, ça m'arrivait de me faire à manger toute seule, vraiment avec les moyens du bord, de nettoyer aussi toute seule derrière, parce que quand on est alcoolisé, on fait des choses, on se prend des trucs, on se tape dans les murs, on se tape contre la table, on fait tomber des choses, c'est un peu le bazar. Et donc ça, c'est une des parties. En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je vais arriver à résumer ça en 8 minutes, mais en fait, voilà, il y a un volet sur la responsabilisation qui arrive très tôt. Il y en a un autre sur la déception, parce qu'en fait, avoir un parent alcoolique, c'est un processus en fait pour comprendre que le parent est alcoolique. Au début, on se doute pas en fait qu'il y a un vrai problème latent d'alcoolisme. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que le parent ne peut pas exister sans l'alcool. En tout cas, quand il y a un vrai problème, un sérieux problème d'alcoolisme. Et qu'en fait, moi, à un très jeune âge, je pouvais dire exactement combien de verres mon père avait bu. Je pouvais dire en un coup d'œil, en le regardant,
en l'entendant parler, s'il avait bu un verre, 2 verres, s'il avait pris la bouteille, etc. Alors que je ne buvais pas à cette époque-là, que j'étais encore une enfant, ou jeune adolescente, mais voilà, en tout cas, je ne buvais pas, mais j'avais cette expérience-là, en fait, de voir mon père boire et consommer. Et en fait, la déception, elle arrive lorsque on perd sa jour, en fait, ce secret, parce que parfois, l'alcoolisme aussi, c'est un secret que le parent garde. Donc, le parent, parfois, peut cacher les bouteilles, sa consommation. Moi, ça m'est arrivé de retrouver dans la maison des bouteilles de vin cachées dans des endroits complètement farfelus. Et même après sa mort, en fait, il m'est arrivé de retrouver encore des bouteilles comme les cailloux du Petit Pousset dans la maison. Et en fait, quand on a ces premières discussions-là avec ses parents, déjà, c'est très dur pour un enfant de parler, en fait, et de dire « écoute, je me rends compte que là, tu as un problème. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux arrêter ?» En fait, ce qui revient toujours, c'est « est-ce que tu peux arrêter de boire? Est-ce que tu peux arrêter? Quand est-ce que tu arrêtes de boire ?» Et en fait, le parent, souvent, il dit « promis », en tout cas, moi, c'était comme ça, « promis, tel moment, je me reprends, tel moment, j'arrête, etc. » Et parfois, il y a vraiment de réels sursauts où, en fait, en tout cas, mon père qui essaye véritablement de se détacher de l'alcool et qui, finalement, n'y arrivait pas, replongeait. Et il y avait un moment où, par exemple, il m'avait promis de m'emmener à Disneyland. Et en fait, il ne l'a pas fait parce que il était trop saoul. Et alors, même qu'on avait eu une discussion avant où il m'avait promis d'arrêter de boire. Donc du coup, il y a ce cercle vicieux en fait de la déception parce qu'on sait qu'à chaque fois, le parent va retomber dans son addiction. Donc ça aussi, le fait d'anticiper en fait les actes du parent et de le surveiller un petit peu à la manière d'un adulte, du coup, ça rentre aussi dans cette responsabilisation précoce et ça marque en fait beaucoup. Je pense qu'on peut parler aussi de la violence et de toutes les blessures que ça ouvre et du fait qu'on perd énormément confiance en soi quand on a un parent alcoolique à la maison. En fait, il y a différentes manières de vivre ces choses-là. Mais en tout cas, pour mon cas, j'ai perdu beaucoup confiance en moi à cause du comportement de mon père, parce que c'est aussi un comportement autodestructeur qu'on impose en fait aux enfants. On leur impose cette vision-là de nous, quand on est parent. Et en fait, ça pose question sur le respect de soi-même, sur la valeur de sa vie. Moi, il y avait un moment où en fait, je me disais, si mon père fait ça avec sa vie, s'auto-détruit avec l'alcool, c'est qu'en fait, sa vie n'en vaut pas la peine. Et par ricochet, c'est que peut-être que ma vie non plus n'en vaut pas la peine. Peut-être que nos vies, en tout cas la vie des gens de sa famille, ne valent pas la peine qu'ils se battent, ne valent pas la peine qu'il apparaisse de manière sobre, qu'il prenne soin de sa santé. Comme si, en fait, les personnes autour de lui n'étaient pas des attaches et qu'en fait, que ça suffisait pas pour le faire rester avec nous, sobre, avec toute sa conscience, comme si la réalité était en fait beaucoup trop dure et beaucoup trop désagréable pour être vécue sobrement. Et donc ça, après, quand on est adolescent, c'est destructeur parce que soit, en fait, on va fuir complètement le produit et on va décider de ne pas boire du tout, de s'éloigner de tout ça au maximum. Soit, en fait, on va se dire... En plus, il y a des sujets scientifiques, en tout cas, il y a des débats parfois qui disent que l'alcool, ce serait héréditaire, en tout cas, les problèmes d'alcoolisme seraient héréditaires, que quand on a un parent qui a été touché par la dépression, par l'alcoolisme, on a plus de chances en fait de finir nous-mêmes dans la dépression ou dans l'alcoolisme. On va considérer ça comme une fatalité. Et en fait, on va se dire qu'on n'a pas le choix, sauf de devenir nous-mêmes alcooliques. Alors bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai dépassé. Moi, j'ai eu plein de problèmes d'addiction de plein de substances différentes.
à un jeune âge. Et ça fait environ 2-3 ans que je ne prends absolument plus rien. J'ai coupé les ponts avec les personnes d'avant. J'ai perdu mes amis, entre guillemets, les amis. Je me suis un peu isolée pendant un moment, le temps de rebondir. Mais maintenant, je me suis sortie de tout ça et j'apprends à poser un nouveau regard en fait, sur cette maladie qu'avait mon père. J'essaye de le comprendre, mais sans avoir cette rancœur ou cette mélancolie. J'essaye de me détacher en fait, au maximum de tous ces affects pour comprendre la situation plus globalement. Et du coup, je voudrais finir par un message positif en disant que c'est possible de s'en sortir. C'est pas parce qu'on a eu un parent alcoolique qu'on est emprisonné dans ça. Il faut pas croire que l'alcoolisme, c'est une destinée, qu'on est voué à être alcoolique. Si on a eu nous-mêmes des parents alcooliques, c'est pas vrai. Et c'est bien qu'il y ait des prises de conscience en ce moment. Par exemple, dans le marché de l'alcool, il y a de plus en plus de demandes en fait, sans alcool. Donc tout n'est pas perdu. Et garder espoir, tous ceux qui ont eu un parent alcoolique, parce que c'est très dur, mais on finit toujours par s'en sortir. Ainsi s'achève donc cette série consacrée à l'alcool, même si le sujet pourrait encore être exploité et que je vais d'ailleurs continuer de l'étudier afin de vous proposer du contenu dans un tout autre format. On remercie du fond du cœur les personnes qui ont accepté de témoigner et de livrer une part de leur histoire. On imagine à quel point cela a pu être difficile. Pour toutes celles qui ont témoigné, pour tous ceux qui ont témoigné et toutes les personnes qui à l'écoute se seraient reconnues, sachez que vous n'êtes pas seuls et que toutes les personnes ayant écouté cette vidéo vous envoient beaucoup de courage.